Donc, bismillah, alhamdulillah, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, aussi, c'est un plaisir aussi de se revoir aujourd'hui, Inch'Allah, pour une nouvelle session. Donc, je dis à tout le monde, marhaba bikoum wa jama'at al-khair. Donc, avant de commencer la séance Tana, donc, je dois donner la parole à notre DTN, Directeur national, la Fédération de basketball, M. Toufik Choubani, à vous la parole. Salam alaikum. Ça fait plaisir de vous revoir et tous réunis avec l'ambiance là Inch'Allah. Inch'Allah, demain de l'ambiance jusqu'à la fin de saison. C'est une saison qui a débuté avec Kamal, que je remercie, Sofiane, Raïb, qui ont organisé beaucoup de conférences, beaucoup de rassemblements des arbitres et OTM. Ça fait plaisir de vous revoir encore une fois. Bitoufik, et à vous la parole, Kamal. Merci, M. Choubani, merci pour ces paroles. Donc, avant de commencer exactement notre séance, d'abord, نترحموا على بعض المواد اللي ربي يرحمهم. نبدا بخالد مشكور، arbitre, كان معنا arbitre fédéral de la Fédération de basketball. Actuellement, il est arbitre au niveau de sport pour handicapés, donc Khaled ربي يرحمه. Aussi, on a eu la mauvaise information concernant le décès de notre collègue Yami علي مجوج, arbitre fédéral de Batna. aussi بابا توفى اليوم ربي يرحمه. دونك نقول له كامل لهم انا لله وانا راجعون ربي يرحمه برحمته غير واسعه. Donc جماعه, donc encore une fois, donc notre séance اليوم inchallah ça va se porter sur la deuxième partie concernant l'IoT, c'est-à-dire donc concernant la technique individuelle d'arbitrage. Donc ça va être la suite, la partie 2. Possible aussi peut-être si on va terminer, sinon on va avoir une partie 3. Donc, comme on l'a fait déjà la dernière fois, donc on va essayer de faire un petit résumé de ce qu'on a fait la première fois, surtout qu'il y a eu pas mal d'absences. Donc, on commence, comme vous savez tous, que la mécanique d'arbitrage, la technique individuelle d'arbitrage, elle a besoin de quelques éléments où l'arbitre doit être à jour. Il doit aussi les maîtriser dès le début de la rencontre jusqu'à la fin de la rencontre. On a la distance. Distance, c'est quoi la distance? C'est-à-dire qu'un arbitre, pour arbitrer une rencontre, il est important qu'un arbitre doit maintenir sa distance propre au jeu par rapport à ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire qu'il ne doit pas se rapprocher trop de l'action. Au contraire, il va prendre une certaine distance, il doit reculer pour avoir toute l'action avec un angle de vision qui est très important aussi. Et ici, il va tout le jeu qui va venir vers lui. C'est-à-dire que trop se rapprocher de l'action du jeu, ça va rétrécir votre champ de vision. La preuve, supposons si je fais avec mes doigts, donc si je me rapproche, je vois pratiquement 2 doigts. Mais si j'éloigne, je prends un espace, donc automatiquement, je vois toute la main et les 5 doigts. Dans ce cas de il faut toujours prendre une distance. Et la distance, c'est à vous de l'évaluer. Quel des experts, il vous qu'elle est de 3 à 6 mètres, mais c'est à vous de l'évaluer suivant le jeu. Et cette distance aussi, si vous allez sur une position que vous avez jugée, mais que c'est une distance, des bonnes distances, donc vous devez maintenir cette distance pour avoir une large vision, que ce soit vision horizontale ou la verticale. C'est que la vision horizontale et verticale, ok? Et aussi, dans cette situation, d'être capable de voir la situation dans son ensemble, c'est-à-dire qui connaît l'arbre. Je vous une partie, et on doit voir tout l'ensemble de jeu, et aussi d'anticiper éventuellement pour une autre action de jeu s'il va un jeu qui va être développé autrement, et aussi de repérer où sont tes collègues arbitres. Si vous arbitrez à 3, si vous arbitrez à 2, voilà le collègue vu, voilà la position, et aussi de localiser et de jeter un coup d'œil carrément au chronomètre, que ce soit chronomètre de tir ou bien chronomètre de jeu. Donc c'est ça l'importance de la distance, avoir une bonne distance, c'est-à-dire que de mettre à la distance, tu as un bon nombre de vision, oui, mais aussi la capacité, la concentration et le jugement de votre action est le plus important par rapport lorsqu'on se rapproche d'une action. Aussi stationnaire, c'est-à-dire que la position stationnaire. C'est-à-dire que dès que j'ai pris une position et j'ai pris la distance vis-à-vis du jeu là, je dois me positionner et je dois être stationnaire. C'est-à-dire que si on veut se concentrer sur quelque chose,
et de s'engager dans le jeu, il est préférable ou il est souhaitable, pour ne pas dire qu'il est dans l'obligation de le faire en arrêt stationnaire. C'est-à-dire que lorsque tu vois le jeu en arrêt stationnaire, tu vois tout l'ensemble du jeu, tu vois le contact illégal, là où tu peux prendre une décision. Parce que si je fais ça en courant, comme vous savez, c'est-à-dire que je ne peux pas me concentrer sur deux choses. La concentration à la et la concentration aussi de voir l'action tout entière. Donc, la préférence ici d'atteindre une position, d'atteindre une certaine distance et de garder cette position en position stationnaire afin d'observer le jeu. Comme on l'a dit dernière fois, on a donné l'exemple d'un photographe. Un photographe, il ne peut pas faire une photo où il me. Donc, il doit prendre une position d'abord, il doit calculer la distance bien l'objectif dialogue pour faire une photo. La même chose pour l'arbitre. C'est-à-dire que pour prendre une bonne décision, il doit être stationnaire. Parce que bouger ou avoir les yeux, il bouge. Donc l'action qu'elle il ne va pas avoir entièrement. Il se peut qu'il forge avec une mauvaise décision. Donc maintenir cette position stationnaire du début jusqu'à la fin de l'action. Après une action, donc je me concentre, je regarde tout ce qui se passe devant moi, j'ai un angle ouvert, j'ai une certaine distance. Là, je peux prendre une décision. C'est-à-dire que le taux que la décision est valable, juste, il est plus élevé par rapport à ce que je fais la décision tout en courant. On a donné l'exemple à le photographe, c'est la même chose. Ou là, par exemple, le radar pour les automobilistes pour concernant l'excès de vitesse. Mais quand le radar n'est pas, c'est un radar qui est fixe. Il est fixe pour vraiment. La voiture dans l'objectif terrain, il peut signaler la voiture qui a dépassé la distance ou la vitesse requise par le code de la route. Donc, c'est la même chose. Donc, si on veut prendre une bonne décision, une bonne distance et en situation ou en position stationnaire. D'avoir les yeux fixés sur l'action, tout ça, ça va nous permettre quoi? D'augmenter bien notre concentration. Si je vraiment les yeux terrassent, c'est que l'information, je l'ai eue, je me concentre, je vois toute l'action, dans ce cas, la concentration augmente, et c'est ce que j'ai dit, d'avoir une décision correcte et plus probable, en mesure que votre concentration est focalisée sur ce qui se passe entre le jeu et toute l'action qui entoure le jeu avec. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours arriver à un certain moment où vous devez avoir cette position stationnaire. Quoi qu'il va avoir les cours après concernant la mécanique de l'arbitrage. Entre parenthèses, je vais commencer par l'arbitrage à deux. Mais il va avoir la mécanique d'arbitrage à deux, la manière de courir surtout lors d'une transition du contre-attaque, comment on se positionne lorsqu'on est devenu tête, etc. Donc, c'est ça la position stationnelle. Donc, distance, stationnaire. Aussi, il est important pour un arbitre de chercher à se déplacer dans la bonne position pour arbitrer le jeu. C'est à toi de voir la meilleure position. Tant qu'arbitre, tu vas juger c'est la meilleure position pour arbitrer le jeu et de le faire plus rapidement. C'est-à-dire que en marchant, de chercher cette position tout en se focalisant sur le jeu et vous devez le faire très rapidement. Après avoir pris cette position, donc arrêter, donc stationnaire, observer, après décider. Donc je m'arrête. Je prends ma distance vis-à-vis du jeu, je suis en état stationnaire, j'observe, après ça, je prends une décision. S'il y a quelque chose, je prends une décision. OK? Aussi, référé de défense, c'est-à-dire actuellement, c'est la nouvelle philosophie de l'arbitrage, ce qui a augmenté aussi la compétence des arbitres dans le sens où actuellement doit arbitrer plus que la défense qu'autre chose. OK? Donc, il dit qu'actuellement, le concept d'arbitrer la défense est l'une des pierres angulaires de l'arbitrage, précis du basketball. Ok, c'est-à-dire que l'arbitre Dima, il cherche le contact illégal. Le contact illégal, il dit probabilité de l'attaquant et le défenseur. C'est le défenseur qui est placé, il dit le contact illégal très élevé par rapport à l'attaquant. Donc l'arbitre doit se mettre dans une position qui lui permet de voir clairement le joueur défenseur. Donc de voir clairement ce joueur défenseur et son comportement et comment il va agir. Ok. D'avoir les yeux fixés sur l'action, ce qui permettra aussi d'augmenter votre concentration. L'arbitre doit concentrer son attention sur le défenseur pour un éventuel contact, une action illégale, mais tout en gardant dans le champ visuel aussi le joueur attaquant et le ballon. C'est-à-dire que je me focalise, ok, focus for the defender player, also don't not forget offensive player. Donc, n'oubliez pas aussi de voir votre défenseur attaquant et aussi le ballon. Maintenant,
c'est with play. C'est très important là où l'insan il se dit que l'arbitre il doit bouger constamment. Après chaque mouvement, il doit bouger. Non, non. Là, après tout ça, après la distance, après avoir on a pris comment dirais-je, la position stationnaire. Je me suis focalisé au défenseur, donc je dois rester avec les joueurs. Je dois être concentré avec ces joueurs. Il faut se concentrer mentalement sur le défenseur jusqu'à la fin de l'action pour que le tir, exemple, lors d'un tir, par exemple, au panier d'un tireur en jab shoot, il doit tirer avec les deux pieds au sol. Dans ce cas, ça, c'est l'action complète. Je dois l'avoir dès le début jusqu'à la fin. C'est-à-dire je ne peux pas voir le début à l'action, je vais changer mon regard vers une autre situation, je vais perdre le regard avec dans ce qui se passe après, mais je fouche. Non, non, au niveau de l'arbitrage, on doit rester à l'action de A à Z, dès le début de l'action jusqu'à la fin. C'est comme si, comme je vous ai dit dernièrement, lorsque je vais voir un film, par exemple, un film de l'espionnage, où vraiment tu dois être concentré de ce qui se passe, tu fais le début, tu vas prendre un café ou tu vas vers la fin, tu ne vas rien comprendre ce qui s'est passé au milieu. Donc la même chose. La même chose sur l'action du basket. Lorsqu'une action de jeu, on doit la voir intégralement, de A jusqu'à Z, dès le début de l'action jusqu'à la fin. Dès que l'action elle termine, là, automatiquement, je vais me concentrer sur la nouvelle situation où là, je vais anticiper vers la nouvelle situation. Donc, on est resté avec l'action des joueurs du commencement du tir jusqu'à la fin. La trajectoire du ballon vers le panier va être prise en charge par notre arbitre. Soit vous êtes à 2, soit vous êtes à 3, mais reste toujours avec le joueur. L'arbitre de queue, l'arbitre de centre doivent rester avec l'action jusqu'à ce que le ballon pénètre dans le panier, et éventuellement s'il va y avoir une situation de rebond. Donc, sur ça, on va essayer de voir une vidéo. OK? Et vous me dites راكم تشوفوها ان شاء الله راكم تشوفوها راكم تشوفوا سفيان مليحة. hop on regarde je fais juste نولي شويه لور واش علي نشوفها كاع ما نعاودو نشوفوها ça pose pas de problème. Et dans cette situation-là, pour vous dire, pour rectifier une erreur, on l'a fait dernièrement lorsque le ballon là siffle, c'est pas ni accordé. Hein. Donc, on va voir, je vais apprendre, après ça, on va voir la position de l'arbitre, la position du joueur et la position des deux joueurs et la position du ballon. Donc, on regarde. On regarde. Donc, vous avez vu après, on la balle. J'en ai un peu plus, ça peut être mal dessiné. Mais regardez l'arbitre, l'arbitre il est resté concentré sur l'action. Parce que là, le joueur tireur n'est pas encore retombé au sol avec les deux pieds. Donc il est concentré, c'est l'arbitre Santara. Il a fait le geste à la tentative de 3 points. La balle, elle a quitté la main du joueur bien, l'anneau, mais il est toujours focalisé sur l'action. Donc c'était with play. Donc il est resté concentré. Donc il y a eu une infraction, il y a eu une faute du joueur offensif. Donc c'est ce qui l'arbitre là, il n'a pas hésité à la siffler tout simplement parce qu'il était déjà en position stationnaire. Il a une certaine distance par rapport à l'action, donc il a vu l'action toute en intégralité. Donc après la balle quitter la main du joueur, donc il ne s'est pas concentré sur la balle parce qu'elle va être prise par l'arbitre de tête qui est là. OK. Dans ce cas, il est resté focalisé avec tout ce qui se passe dans l'action. Donc, supposons que l'arbitre a la balle. Donc tout ce qui se passe là, il ne va pas le voir. OK. Donc c'est ça, stay with action, c'est-à-dire qu'on doit rester avec l'action du shoot. Voilà, il accorde le panier et il siffle la faute offensive. Hop. OK. Dans ce cas, il a fait les éléments IoT, il les a appliqués. Distance, stationnaire, plus il est resté avec le jeu.
Voilà. On va essayer de voir aussi une deuxième vidéo. Alors, stay with plate. Comme tu vois Sfian? Sfian, comme tu vois? Oui, très bien, Kamel. On va la voir sur l'intégralité. Cette fois-ci, c'est le défenseur. Donc, vous avez vu le numéro 9, le défenseur Kemel. D'ailleurs, ça a été sifflé une anti-sportif. C'est-à-dire qu'il a poussé. Donc, on va la revoir. Regardez. La balle est هنا le jaune هذايا l'orange. La chauffe, c'est-à-dire que la balle خرجت خلاص. Ok, l'arbitre de tête, pardon, parce qu'il a sifflé, plutôt il a fait le geste d'une tentative de shoot à 3 points. L'arbitre il faut la focaliser, mais regardez le plus important, regardez la main du joueur défenseur, il a خرج من cylindre ديالو, il a atteint le visage du joueur attaquant en le poussant, d'ailleurs il a fait mal. La balle elle est là, dans ce cas, le joueur attaquant, regardez, les jambes ils sont toujours en l'air, il n'est pas encore retourné au sol. Dans ce cas, l'action n'est pas encore terminée. Donc, on doit voir l'intégralité de l'action dès le début du shoot jusqu'à ce que ce joueur tire avec ses deux pieds. Dans ce cas, comme tu vois, l'arbitre il est concentré avec l'action. La balle, elle est là. On a l'orange d'ailleurs. La balle, elle est là. Juste carrément du joueur, mais l'arbitre, comment dirais-je, il est concentré avec l'action. Donc, distance, stationnaire et aussi il est resté avec le jeu, il a sifflé une faute, il a qualifié comme étant une faute antisportive. Il a validé, voilà. Donc c'est ça l'importance dans les éléments de l'IoT. Ok, donc c'est l'arbitrage moderne, il se base sur les éléments, donc on doit les maîtriser. Ok, lorsqu'on est sur le terrain, on doit les maîtriser, on a parlé de notre distance stationnaire, hop, شوفوا يدو تاع الجوار, hop, c'est-à-dire qu'il a essayé d'intercepter la balle هنا, mais il a continué son geste en poussant l'attaquant avec un geste vilain au niveau du visage. Ça a été sifflé comme étant faute antisportive. Hein? Très bien. Donc, نولوا الكور ديالنا. Voilà. Alors, maintenant, aussi, le cinquième élément, c'est positioning, open angle, 45 degrés and adjustment. Ça aussi, c'est très important. Donc, après avoir pris une distance, après avoir été en état stationnaire, ok, après avoir été resté avec le jeu, donc je dois prendre une position dans le sens Wikun à l'angle de 45 degrés, surtout l'arbitre de tête et l'arbitre de queue, et aussi, généralement, l'arbitre center, il a dos vers du côté de banc, s'il est du côté de banc, mais des fois, il doit ajuster sa position lorsqu'il y a un drive vers l'intérieur. Lorsqu'on doit avoir une position, voilà, une fois qu'une bonne position est prise, avec un angle de 45 degrés, okay, il faut la maintenir. Dès que vous êtes cette position, les jeunes, vous devez la maintenir et ne pas bouger inutilement. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire stationnaire fixe. Je bouge, j'anticipe, je dois faire le mouvement, mais ne pas bouger inutilement. Si la position des terres est bonne, voilà, bouger. Mais si le jeu s'est déplacé, donc je dois faire un ajustement. Donc je dois m'ajuster. À risque, si je bouge trop, je peux perdre l'angle de vision. Donc je vais perdre 45 degrés. L'angle de vision va se rétrécir, je vais le perdre. Donc je ne peux plus suivre l'action.
Alors, donc, logiquement, si un arbitre a plus de joueurs dans son champ visuel, les chances d'avoir des actions illégales augmentent considérablement. C'est logique. قد ما تسعى لي جوار في الشون فيزيوال تاعك قد ما تشوف دي كونتاكت الليغال في الكلام سي لوجيك قد ما تسعى لي جوار تاعك في اللونغ فيزيون تاعك كان نومبر دو ريدوي تسعى النومبر لا شونس دو سيفلي ان كونتاكت الليغال يكون ريدوي دونك لو شون فيزيوال كيفاش قلنا de 45 degrés doit être horizontal et vertical. Donc déplacez-vous aux bons endroits, établissez le contact horizontal. OK, un angle ouvert. Anticipez le jeu dans ce cas, les positions où vous devez être pour arbitrer. ثاني انت كحكم تعرف المنطقه اللي تحت وجه ليه باش تحكم اللقطه جيد. Donc c'est à vous de chercher cette position. OK, cette distance stationnaire. فاش قلنا rester with play d'arbitrer la défense et aussi chercher la position de 45 degrés. Si la position est correcte, classe, tu as jugé que c'est une position correcte et légère, il n'est pas nécessaire de bouger comme je l'ai dit. Mais ne restez pas statique. Donc à chaque fois, ajustez votre position en fonction du joueur et du mouvement du joueur. À chaque fois, pas dire que j'ai un bon angle, l'état stationnaire, la distance. Si le mouvement bouge et les joueurs bougent, mais rien. Non, je dois bouger et chaque fois, je dois ajuster mon angle de 45 degrés. Chaque fois, j'ajuste l'action. C'est comme un radar. OK, ou un parabole qui doit être les chaînes satellites, Astra ou Nilsat. Donc le parabole il dort complètement. Mais la tête dort la même chose. Mais toujours, si je bouge, je dois toujours maintenir cette position de 45 degrés. Making a call, communication, on ne va pas aller directement making no call, c'est-à-dire qu'aussi ne pas siffler et aussi une décision de main. Ne pensez pas que siffler c'est la décision. Non, non, si j'ai vu que c'est une action légale, ça n'insiste pas à siffler, donc j'ai pris décision de quoi? De ne pas siffler, dans ce cas c'est une action légale, dans ce cas j'ai pris la décision de ne pas siffler. Mais, je l'ai dit tout à l'heure la dernière fois, mais je vais être rapide, mais lorsque vous ne sifflez pas une chose, ou là une action que vous avez jugée qu'elle est action légale, ne faites aucun geste. Là, justement, on a tendance à faire ce geste. Surtout qu'on a un bloc shoot ou là, au niveau de la planche ou là, on fait le geste là. Vous ne faites pas le geste là. L'angle tu as jugé que c'est une action légale. Mais attention, il se peut que ton collègue ou tes collègues, ils sont bien placés, ils ont un bon angle de vision, ils sont en bonne position stationnaire, ils ont vu autre chose. Ils ont vu une infraction, ils ont vu un contact illégal, ils peuvent le siffler. Là, c'est-à-dire que vous allez créer un problème inutile. Tu avais vu qu'il n'y a rien, je ne fais pas de geste. Je pense que c'est possible, il a vu autre chose, donc il peut siffler. Donc imaginez si il faut qui va chinter donc les jeunes, on faisait trop le geste là, ouais, jouez bien, mais pas bien, aucun geste. J'ai jugé que si c'est contact légal, je m'abstiens de faire aucun geste. Il se peut qu'un de nos collègues, il a vu une chose, un contact illégal, qu'il a sifflé. OK les jeunes? Pour ne pas trop tarder. Maintenant, le geste concernant la gesture, le protocole à l'antisportif, on doit aussi l'apprendre rapidement. Donc, le premier geste, c'est faites le geste faute antisportive, personnelle, plus le geste habituel, c'est l'article 37 concernant la faute antisportive. Dans ce cas, automatiquement, indiquer le nombre de lancers francs parce que la faute antisportive, on a deux, on n'a pas que deux. Si c'est une tentative à 2 points, le panier est marqué, donc j'accorde plus 1. Si c'est une tentative à 3 points, panier marqué, j'accorde plus 1. Si c'est une tentative de 2 paniers ratés, je donne 2 lancers francs. OK. Si c'est une tentative de shoot à 3 points, je donne 3 points. Si c'est une antisportive en dehors de l'action de tir aussi, c'est 2 lancers francs. Aussi, on va essayer de voir quelques vidéos concernant comment dirais-je, le protocole talent sportif. Tu bien la vidéo? Hop, regarde, qu'est-ce qu'il a fait l'arbitre en premier? OK. Levez la main, faute simple. Donc il a fait faute comme si une faute simple, hop, la suite, hop, voilà. Parce que pourquoi? Il aura le temps de prendre la décision juste.
la fraction de seconde هذيك باش يكون باش ما يكونش sifflet émotionnel. OK, parce que je siffle la faute personnelle. Aussi, je dois requalifier ou qualifier de quel critère il s'agit. OK, je fais le donc c'est le critère 2. OK, après ça, il va joindre directement le geste à la faute antisportive. Donc, parce qu'il est préférable de faire le geste de la faute simple au départ, ou bien de le faire le geste parce que là, qui va imaginer l'inverse, tu fais directement la faute antisportive, bah, tu vas rectifier toutes les fautes personnelles. Surtout qu'au niveau national, on a ce qu'on appelle l'IRS, Instance Replay System, où on peut requalifier la chaussure, soit n'habtoha. OK, dans ce cas, c'est le protocole qu'on doit suivre. Très bien. Donc, on va voir aussi une deuxième vidéo rapidement concernant toujours. Alors, jette la vidéo. Regardez l'arbitre de tête. Après, il va devenir ça. Regardez. Après, il va devenir center. Tout le mouvement des arbitres, la mécanique, il devient center. Très bien. Je vous pose la question. Avant que l'arbitre arrive à faire la faute antisportive, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez bien qu'est-ce qu'il a fait. C'est la vidéo il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il a fait un cross-tête, c'est-à-dire que la sens opposée à la pénétration, c'est pas un bon angle. Maintenant, il la situation, donc on regarde. Hop, qu'est-ce qu'il a sifflé d'abord? Pardon, j'essaie de... Il a sifflé faute. Hop, donc il a sifflé d'abord La faute. Très bien, il a fait siffler faute normale. Hop, il a joint comme étant faute antisportive. Donc c'est ça le protocole qu'on doit faire lorsqu'il s'agit bien d'une faute antisportive. Donc ayez le temps de prendre la décision et de juger de quels critères il s'agit, comme on a les 5 critères. Donc sur ça, donc j'insiste sur le protocole. Très bien. Donc j'arrête. Donc optimiser la vidéo, partager l'écran. Merci Sofiane, l'enseignant تاعنا Sofiane, هو اللي علم لي شي هذا. Très bien. On va continuer جماعة. هاي بان PowerPoint les jeunes? Oui. Ah, très bien. On va avancer. Maintenant, concernant la double faute, on va essayer de la faire rapidement. Donc, protocole, siffler la double faute. Donc, comment siffler la double faute? On commence par montrer le bon d'équipe et le numéro du fautif. Donc, on va montrer le bon d'équipe plus le numéro du fautif. On va indiquer comment faire la reprise du jeu. La balle revient à l'équipe attaquante si la balle appartient à une personne, si tu fais son d'ordre 2, etc. OK? Voilà. Maintenant, donc, concernant les simulations, le fake. J'ai insisté à les chauffer. Donc, lorsqu'il y a un fake, il faut que le fake, c'est pas la peine d'expliquer. C'est une simulation, c'est un anti-jeu, etc. Donc, simulation d'abord pendant le jeu, pendant le l'arbitrage. Donc, simulation du joueur pendant le jeu, pas de sifflet, n'arrêtez pas le jeu. Donc, il a fait simulation, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, tu dois montrer, tu dois l'avertir en levant les bras, l'avant-bras deux fois, en commençant par le haut et on termine par le bas. OK, on lui fait le geste là vaut avertissement. Donc, comme vous voyez sur l'écran, sur cette photo par exemple, l'arbitre il a focalisé la simulation du défenseur. OK, il a focalisé, il est entré en contact visuel. Après ça, il a fait le geste. Le fake, c'est-à-dire qu'il avertit aussi dans toutes nos situations, dans toutes nos décisions, le body language. On doit toujours joindre le verbal. Donc, aussi, protocole à suivre au premier ballon mort. Dès que le ballon mort, chrono arrêté,
communiquer l'avertissement au joueur هذاك اللي درت له fake هذاك. Donc tu dois communiquer l'avertissement هذاك et aussi tu dois communiquer à son entraîneur et bien sûr à tes collègues parce que si la prochaine fois il va refaire le même c'est l'autre, si d'un côté de صاحبك c'est à lui de la siffler يعطي له faute technique. Donc monter le signal, lever deux fois le bras هذاك qu'on a vu déjà. Monter le signal faute technique, soutenez toujours comme je dis verbalement. OK, mais l'avertissement lorsqu'il est donné, il est donné pour toute l'équipe. Hein? Ça ne veut pas dire un joueur, l'autre joueur m'a dit va faire la même chose. Chaque équipe a droit à un seul avertissement. Donc si j'avertis l'équipe A, la prochaine simulation de l'équipe B, je l'avertis, là c'est bon, ils ont appuyé sur simulation. Tout joueur, il va dire simulation, donc il est sanctionné d'une faute technique. Protocole d'une deuxième simulation ou une simulation excessive, pardon. Arrêtez carrément le jeu, mais lorsque j'arrête le jeu, je dois sanctionner. Moi, l'arrêter, je ne peux pas m'avertir. Et ça dans toutes les situations. Alors, j'arrête, chrono arrêté. Monte le signal, toujours levé deux fois à l'avant-bras. OK? Suivez du signal faute technique. Très bien. Donc, on va essayer de voir aussi une autre vidéo concernant le fake. D'abord, parce que le fake, il faut se mettre dans la tête des joueurs, ils cherchent un contact pour qu'ils le fake. Ou là, la tête vers l'arrière, pour comment dirais-je, amortir le choc. Tout ça, c'est des repères que vous devez repérer qu'il s'agit bel et bien d'un fake. Donc, je vous par exemple, alors optimiser la vidéo, l'écran, partager, vidéo IoT. Je vous par exemple le fake, il est ressemble au coma. Hop. Vous avez vu que le numéro 1, c'est le joueur à la NBA. Regardez. Hop, il a simulé un fake. Il a cherché un contact. Qui va induire en erreur l'arbitre et siffler une faute du défenseur. Mais la situation a dit, quoi que l'arbitre fera faute offensive, mais le VAR tablier, ils ont revu la vidéo. Il a eu faute technique. OK. Et ça, c'est récemment, dans les matchs de NBA, on regarde, il cherche le contact, il simule, comme quoi, réellement, quelque part, il a poussé légèrement le joueur là. Donc, on a pour voir la vidéo. Très bien. Donc, on va voir aussi la gestuelle ou le protocole. On va voir une vidéo aussi faire le protocole. Le fake. Très bien. Voilà. On regarde. Je vois l'arbitre hop, la tentative. Et il a simulé. Hop, il a arrêté carrément. Regardez sa gestuelle. C'est pas ça. Hop. Vous avez vu la gestuelle dialogue. Hop. Attends le technique, carrément. Il a, dès le fait, il a été déjà averti. Donc, pendant le jeu, là, lorsqu'on arrête la rencontre, on ne doit pas l'avertir. Si on arrête, c'est pour sanctionner. Vous aurez, donc, il va voir une faute technique qui va être administrée par un joueur défenseur. On revoit la vidéo. Hop, tentative à 3. Mais il est resté l'action toujours. OK. Aussi, il est resté dans l'action. Sinon, il y aurait eu, sinon, mais quand je le fake, le caméra est dans l'action. Le fake, mais je fauche. Donc, vous avez vu la gestuelle. Donc, il est aussi resté l'action dialogue. Hop, il a sifflé, il a arrêté le jeu. Il a montré au joueur qu'il a fait un fake, une simulation de faute. Attaque carrément. OK. Est-ce que l'arbitre a fait un acte? Mahdi. Défallah, Mahdi, défallah. Exactement, voilà. Donc on regarde, c'est une faute technique, carrément, il n'a pas arrêté le jeu pour rien. Hop. أنا بالكم entre parenthèses أنا في الميكانيك de l'arbitrage ترى هذا البوان اللي ما عجبنيش تاع lorsqu'un arbitre siffle une faute technique ou anti-sportive, il va se placer face à la table de marque. ولاش فيتو كيف l'arbitrage à deux, c'est lui qui siffle هو راح يكزيكوتي علاه باش ما يدوش يهضروا معاه يقلقوه. Je sais pas si vous vous rappelez du point de règlement هذايا. Regardez هنا هو اللي صفر يجي يقلقوا. لو كان راح يكزيكوتي واحد ما يجي ليه. Très bien. On reprend notre cours. J'ai l'impression que j'ai bien appris la leçon. Hein? Très bien.
Maintenant, la signalisation, comment rapporter la faute à la table de marque, si on l'a vu, on va essayer de le voir rapidement. Donc, l'arbitre doit utiliser uniquement les signaux de FIBA qui sont dans le règlement FIBA, homologués par la FIBA. Le geste là, c'est une attitude professionnelle aussi lorsqu'on utilise bien les signaux à dos. Aussi, nos OTM, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est important que les officiers de marque soient familiarisés avec ces signaux. Les signaux à dos. Mais je dis, c'est pas OK, donc aussi même les OTM doivent maîtriser les signaux à dos. Aussi, identifier le numéro joueur et la nature de la faute, identifier le fautif et aussi le shooter s'il y a des lancers francs. OK, ben, je me couche, un joueur va se placer à la place du véritable shooter. Donc la nature de la faute doit être la même que celle réellement s'est passée. Par exemple, pousser, dire la table, dire non. OK, donc c'est la même nature. Soutenir toujours verbalement les signaux. Donc on attaque à la deuxième session, deuxième session. Là, on commence par le jump ball. L'entre-deux, on commence par l'arbitre actif. Automatiquement, lors de l'administration de l'entre-deux initial, parfois les arbitres sont incapables de lancer le ballon correctement, c'est juste. Hein. Des fois, on n'arrive pas à lancer la balle correctement entre les deux joueurs. Soit trop vers le côté droit, vers le côté gauche, vers l'arrière, vers l'avant, etc. Alors, je dis que c'est vrai, l'analyse d'Erka la FIBA, les experts FIBA, l'analyse indique que 50% des violations courtes de l'entre-deux sont provoquées par un mauvais lancer franc de l'arbitrage. Et 50% des violations, c'est le mauvais lancer ou le tossing ball qui n'est pas bien fait et il y a des violations. Et 50% de ces violations. Hein. Donc, pour plus maîtriser, de maîtrise et de la réussite, les arbitres doivent prendre au sérieux ce volet, exactement, et s'entraîner régulièrement. ماهوش عيب في الستاد في الدار عندك une barre تدير un point de repère par exemple وترميها تلح في البوان etc. Il faut s'entraîner ماهوش عيب les jeunes. Je vous dis carrément ماهوش عيب. Ça fait partie du professionnalisme chez un arbitre. OK? Donc, quelques listes aussi pour vraiment soit pour bien ajuster ou pour bien faire notre deux. Aussi, les joueurs sont tendus. Avant le début de la rencontre, l'importance de la rencontre, donc ils sont tendus. Donc, si vous faites un mouvement brusque supplémentaire, ça va déranger les deux sauteurs. Donc, et c'est concentré sur le geste. Attendez votre collègue, l'arbitre bien pour commencer la rencontre. Tu entends le cercle central et tu ajustes les deux joueurs et tu fais ton geste le plus normalement du monde. OK. Autre chose, le style de lancer du ballon n'est pas important. OK. Soit de lancer une main ou de lancer à deux mains, ce n'est pas important. Tout dépend de ton style et que tu maîtrises bien et que tu le fais aussi bien pour ne pas dire que tu le fais très bien. Donc ça, c'est à votre âme et conscience. Le geste que vous m'utilisez, dire sur le cas là, l'arbitre il a jeté la balle lui-même, il maîtrise son geste, pas de problème. Moi, je conseille, entre parenthèses, de le faire à deux mains, c'est plus sûr. Mais si vous avez un geste à une main que vous l'utilisez, que vous êtes sûr que vous le faites très bien, là aussi, ça ne dérange pas, utilisez n'importe quel d'une main ou deux mains. Aussi, il est important d'avoir un mouvement fort vers le haut pour lancer le ballon. C'est normal, d'un mouvement vers le haut pour lancer du ballon pour atteindre un certain point, donc une chose. Alors, lancer le ballon de sorte qu'il atteint un point culminant où les deux sauteurs ne peuvent pas l'atteindre. C'est-à-dire que lancer la balle à un certain point où les deux sauteurs, quelle que soit leur taille, mais au slosh, c'est-à-dire qu'ils doivent atteindre le point culminant. C'est-à-dire que le point culminant, c'est quoi? Le point où la balle classe un peu plus montée. Donc, elle est obligée de redescendre. Donc, il faut l'atteindre, il faut lancer la balle comme à un certain point culminant où les deux sauteurs ne peuvent pas l'atteindre. Tout en redescendant, là, ils vont intervenir les deux sauteurs. Donc, donner la vitesse et l'intensité lors du lancer franc, point de départ inférieur, plus intensif, plus rapide vers le haut, ça c'est logique. Lors de l'administration de lancer franc, évitez de mettre le sifflet dans la bouche. Ok, cette activité, moi je dis, c'est une obligation de mettre parce que ça peut causer des problèmes, parce qu'imaginez, le joueur il peut toucher, donc ça peut créer un accident, des blessures graves, donc ce qu'à éviter, et aussi pour ne pas donner un coup de sifflet, parce qu'il t'a tu poids lui. OK, très bien. Alors, donc on va parler de l'arbitre non actif, ce qu'on appelle aussi ce qu'on appelle l'arbitre libre. OK? Le ou les arbitres, tout dépend si vous êtes à 3 ou vous êtes à 2, n'ont que des tâches très limitées pendant l'entre-deux initial.
par rapport, ils ont des tâches limitées. OK. Donc, l'arbitre de queue, l'arbitre libre, il est là, près de la table de marque, avec le signal arrêt chrono, parce qu'on va chauffer le signal du coup de. Donc, il est là. Une fois que la balle est touchée légalement, il va donner le signal, etc. Dans ce cas, alors, aussi, il y a des statistiques qui disent que même avec des responsabilités réduites ou les limitées, de temps en temps, il y a des violations évidentes. Lorsqu'il s'agit d'un contact évident, des violations évidentes, il n'y a pas d'excuse. Mais que l'arbitre ما عنده حتى عذر باش ما يصفرش soit la violation ou bien la faute ولا lorsqu'il est évident parce qu'imagine الناس كامل شافت الشيء هذاك حنا اللي انا ربيت في الكان حنا اللي عندنا الصفاره اللي اوبليجي حنا تلاقى نصفروها ما صفرناش ça c'est grave. Donc on parle des fautes évidentes ou les situations évidentes ou ça nécessite اللي ما صفروش c'est grave. OK. Il n'y a pas d'excuse. الانسان اللي les fautes évidentes ils ما عندهمش حتى عذر كي ما صفروهمش ولا la violation. Donc, des violations évidentes provoquent que ce soit par les joueurs sauteurs et non sauteurs. Hein. Et du mal aussi, du mauvais lancer du ballon. Moi, je sais que tu veux ça avec l'arbitre actif. Il a lancé la balle entre les joueurs là, mais il a parce que là, un des sauteurs, il a des avantages. L'arbitre du côté droit, donc il dit à côté gauche. L'arbitre plutôt dit à côté droit. L'arbitre du côté gauche, il dit à côté gauche. Donc, tu as mis un joueur en désavantage et tu as mis un autre dans une situation avantageuse. Dans ce cas, si aussi votre collègue lancer il est mauvais, vous devez s'y arrêter tête pour le faire quoi l'entre-deux ما درتوش ماهوش عيبه ونبليك في الاول شويه وانا 50% de violation ينديروا على الموفي lancer de l'arbitre actif. Les arbitres doivent avoir un état d'esprit actif, c'est logique. Ils doivent pour identifier les actions illégales. Les actions illégales, que ce soit des sauteurs ou là des non-sauteurs. Donc, il faut être concentré. Il y a un esprit très actif. Il vient concentrer tout ce qui se passe autour et aussi vis-à-vis des sauteurs. Maintenant, on va faire une liste où on peut avoir un bon succès concernant la couverture de l'arbitre actif pour voir des violations, éventuelles violations. Donc, siffler les mauvais lancers du ballon, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'arbitre actif. Exemple trop bas, on n'a pas atteint son point culminant, à droite, ou le timing incorrect, etc. Vous sifflez tête et vous faites le geste en refait l'entre-deux. Si la violation, si le ballon est illégalement touché par l'un des sauteurs, c'est-à-dire que lorsqu'elle n'atteint pas son point culminant, si l'un des sauteurs intervient, donc tu siffles la violation et tu donnes la direction de la balle. Si c'est les deux sauteurs en même temps qui donnent la violation, on refait l'entre-deux. Donc, le ballon doit atteindre son point culminant. Si par malheur, un des sauteurs a touché la balle, avant d'avoir atteint son point culminant, il faut arrêter, siffler la violation. Siffler aussi la violation des non-sauteurs qui ne respectent pas, qui ne restent pas à l'extérieur du cercle jusqu'à ce que le ballon soit touché légalement par un ou les deux sauteurs. Okay, donc aussi, je dois surveiller les rames au niveau d'un cercle central. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas une partie de leur corps faire le terrain, dans le cercle central avant que la balle soit touchée. Et aussi, le placement adjacent des adversaires. C'est-à-dire que le joueur équipe A, automatiquement, le joueur de l'équipe B. A, B, etc. C'est ça dans la réglementation. Si par exemple, deux joueurs A, ils sont là, il dit un joueur de l'équipe B, il déplace tout, mais l'arbitre doit intervenir, il doit écarter les deux joueurs A pour que le joueur B il va se placer entre les deux. Mais s'il ne manifeste pas sa position, mais apprenez qu'un joueur A, B, etc. OK. Aussi, l'arbitre actif il doit contrôler le jeu de 10 minutes, plus le chronomètre de 20 secondes, et s'assurer qu'il est réinitialisé là où une violation a été sifflée, avant que le ballon ne soit illégalement tiré par là au lieu de sauteur. Parce que des fois, c'est-à-dire que normalement la balle, elle est touchée illégalement, automatiquement le chronomètre, il déclenche son chronomètre, mais j'ai sifflé de refaire le chronomètre, comment dirais-je, la situation d'entre deux. Dans ce cas, je dois être concentré, on doit réinitialiser à 10 minutes. C'est-à-dire que le lancer du ballon, il est faux. On ne parle pas du lancer à la violation. OK. Et aussi les 24 secondes, donc je vois là. Alors, s'assurer que la remise aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? S'assurer que la remise en jeu suite à une violation par le sauteur soit placée dans la zone avant, près de la ligne médiane du terrain. C'est-à-dire que si la violation est commise par l'un des sauteurs, supposons le sauteur de l'équipe A,
OK. Donc, on a l'équipe par la zone derrière. Donc, s'il fait la violation, donc la remise en jeu pour l'équipe B à proximité de la ligne médiane, mais vers la zone avant de l'équipe B. Donc, pour s'assurer, la remise en jeu la zone avant, près de la ligne médiane de l'équipe B, ou machine à cheval, ou machine la zone arrière. Et aussi, entre parenthèses, avec 14 secondes sur le chronomètre, 10 tirs. OK, donc s'assurer que la remise en jeu réellement d'être au niveau de la ligne médiane vers la zone avant. Donc, avec l'arbitre actif, toujours l'arbitre libre, pardon. Aussi, s'assurer que la flèche de possession alternée est correctement placée après une des équipes a établi bien sûr le premier contact ou la première possession du ballon. C'est-à-dire dès que tu poses en équipe à tête la balle, donc automatiquement, je vais mettre le marqueur doit placer la flèche pour l'équipe B, etc. Donc, il faut vraiment s'assurer. Le premier contrôle, je connais dedans. OK, le contrôle, on n'est pas sûr, mais la première situation d'entre deux, là, au début du deuxième quart-temps, on va ignorer ce qu'on dit dans la première possession. On a aussi la couverture du shooter. Covering a shoot, protect the shooter. Aussi la couverture, l'action, c'est l'une des éléments de base concernant l'IoT. Là, on doit protéger le shooter. OK, c'est-à-dire que l'action, l'intégralité aussi. Qu'on a vu tout à l'heure, les situations de finance, c'est la même chose. Donc, à toute l'intégralité de l'action, je dois l'avoir. Alors, les arbitres doivent avoir une couverture complète de la situation évidente dans leur zone de couverture première. Donc, primary coverage. C'est l'action de shoot du côté de l'arbitre de tête, donc ce que je dois être le premier responsable de cette couverture de jeu. Si je suis arbitre de tête, que c'est la même chose, arbitre que de centre, la même chose. Donc, ma première responsabilité, si le shoot il est pris devant moi, donc c'est moi qui dois prendre le shoot là. OK. Donc, la couverture, l'action de shoot complète et de voir l'action toute en intégralité. OK. La bonne façon d'arbitrer une situation de tir, c'est tout le jump shoot, et d'utiliser une barre, voir les mains du joueur attaquant. Secondo, je fais l'image, voir le corps. Tertio, voir les pieds lors de l'atterrissage. C'est-à-dire que si la balle a quitté la main du shooter et que les jambes, les pieds ne sont pas encore touchent l'art, s'il y a un contact des défenseurs, ce joueur il est toujours considéré comme étant une action de tir. OK, dans ce cas, s'il y a un contact avant de toucher après que la balle a quitté la main du shooter et avant que ses pieds retouchent le sol, s'il y a un contact là par du défenseur, c'est une action de tir, les amis. Donc, si c'est un panier accord déjà corps plus 1, c'est une tentative de tir à 2 points. Panier n'est pas marqué, je donne 2, si c'est 3, je donne 3. Dans ce cas, l'action complète n'est pas encore terminée. Le shooter n'a pas encore terminé son action. Donc, l'action du shooter commence là, qui est de la partie vers le haut. S'il est en extension, il est en extension. Il lâche la balle. Tant que ses pieds sont toujours en l'air, c'est l'action du shoot n'est pas encore terminée. OK? L'action du shoot n'est pas encore terminée. Dans ce cas, je dois jouer dès qu'il pose ses pieds à terre, les 2 pieds à terre, attention, là, on dirait que l'action de shoot est terminée. Donc, ces pieds ne sont pas encore posés. L'action de tir, elle est toujours, s'il y a un éventuel contact de la part du défenseur, c'est une faute du défenseur et on doit sanctionner cette action. Lorsqu'elle est utilisée correctement, cette technique fournit les détails aussi d'un éventuel, comme on a dit, contact ou aussi des simulations d'un fake. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'arbitre avec Mehdi, j'ai oublié son nom déjà. Vous avez vu, il a sifflé la tentative à 3 points, etc. Rien à l'action. Il a simulé l'attaque, il a simulé une faute. Hop, arrêt, simulation, technical foul. C'est-à-dire qu'il est resté mal à l'action. La même chose pour le shoot, la faute, etc. La même chose. Dans ce cas, on doit rester carrément avec l'action de A à Z. La technique en shooting situation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est notre technique lorsqu'il s'agit d'une situation de shoot? Arbitrer toujours la défense. Parce qu'à éventuellement, le contact illégal, une grande probabilité de le défoncer parce que tout en cherchant la balle, il peut provoquer un contact illégal. Vérifier le jeu comme on l'a dit tout à l'heure dans l'ordre suivant. On regarde la photo, la même chose. On a 1, je surveille la main, si elle n'est pas touchée par le défenseur.
le corps du joueur plus les deux pieds s'ils vont atterrir au sol, etc. Donc, tant que les pieds renforcent, l'action du shoot, elle y est toujours. OK? Donc, restez avec le jeu jusqu'à ce que le tireur soit revenu au sol avec ses deux pieds. On l'a expliqué. Une fois que l'action du tir est terminée, classe, l'action du tir est terminée. Donc, on est obligé d'anticiper notre action, tourner vers votre attention sur le ballon et les situations de rebond lorsqu'il s'agit du shoot. Et aussi de voir éventuellement une autre situation. Classe, l'action du tir, classe, je ne vais pas rester mal, donc j'en focalise une autre situation que je dois repérer, surtout dans ma situation première de couverture, donc je vais me focaliser. Mais après un tir, donc dès que le joueur a touché les pieds, les deux pieds, les 6 pieds ont touché le sol, je me focalise vers le ballon et une autre situation de jeu, la situation de rebond. Maintenant, on va voir les remises en jeu. Aussi, la technique de remise en jeu aussi, elle est très importante. Parce qu'à la chna, justement, au niveau de la signalisation, surtout, on ignore beaucoup ce qu'on appelle l'arrêt chrono. Moi, j'insiste. Parce que des fois, sortie de balle, peut-être je siffle. Mais si je siffle, ok, joindre le sifflet et le geste arrêt chrono. Le geste là, j'informe mon collègue à la table de marque que le chrono est arrêté. Plutôt, je l'informe, ou bien je lui demande d'arrêter son chrono. Je siffle une violation à la sortie de balle. Je fais comme ça, arrêt chrono. Très bien. Donc, through in administration, general and front headline. Donc, on va voir comment administrer une remise en jeu en général sur la touche, etc. Et aussi comment administrer une remise en jeu sur la zone avant et en ligne de fond. Alors, généralité de l'administration de la remise en jeu. D'abord, désigner toujours le point le plus proche d'infraction pour administrer une remise en jeu. C'est-à-dire qu'avant de donner la balle au joueur, je dois lui montrer le point le plus proche de l'infraction, que ce soit faute, soit violation. Ok, mais si la violation d'elle, supposons, à la limite, bien vers la ligne de 3, on peut dire la remise en jeu. Ou là, le joueur il va se placer pour gagner de l'espace. L'arbitre la violation ou l'infraction et tu dois lui remettre la balle au point le plus proche de cette infraction et tu dois lui montrer de la main. Non. S'il est loin, la procédure, tu poses le ballon sur l'arbre. C'est comme si, entre parenthèses, le ballon devient vivant. Le terrain devient vivant et je commence à faire le décompte à les 5 secondes. OK? Donc, je pose la balle, je façon dans les 5 secondes. Dans ce cas, je dois lui désigner le point le plus proche de l'infraction où elle a été commise. Justement, ce qu'on appelle utiliser l'arbitrage préventif. Ça, c'est dans toutes les situations. Actuellement, l'arbitrage préventif, il prend dessus. C'est-à-dire qu'on est là, on est des gendarmes, mais je dois avertir verbalement pendant le jeu. Même supposons qu'il touche de main, S5, etc. C'est un arbitrage préventif. La même chose aussi, utiliser l'arbitrage préventif. Par exemple, ne bouge pas, le point là, véhicule vers l'arrière. Le moyen, tu dois, si tu vois quelque chose qui ne va pas au niveau de la remise en jeu, tu peux joindre la parole. Ne touche pas la ligne, tout ce qui s'ensuit. Okay, dans ce qu'on appelle l'arbitrage préventif. Je préviens le joueur, s'il fait une infraction, il est responsable. Mais mon devoir, c'est de prévenir. Donc, il faut utiliser dans toutes les situations l'arbitrage préventif. Avant de remettre la balle à la disposition du joueur effectuant la remise en jeu, et ça c'est important, on l'a dit déjà, jetez d'abord un coup d'œil sur le chronomètre de jeu et sur le chronomètre de tir. Tu flashes les deux chronomètres. Surtout que le matériel actuellement, les deux sont placés sur le même pupitre, sur le même tableau, sur le panier ou là. Dans ce cas, je repère déjà chacun fait le chronomètre du jeu, chacun fait le chronomètre parce qu'il se peut que le chronomètre du tir de démarrage, ou le démarrage en retard, ou le chronomètre du jeu de démarrage, etc. J'ai localisé شحال غاب وشحال مازال. OK. Donc, jetez un coup d'œil, flashez les deux chronomètres à deux. Aussi, prenez la distance par rapport au jeu. Lorsque je fais la remise en jeu, on va la voir au niveau de la mécanique de l'arbitrage, qui te la remise en jeu sur le côté, la position TAE, qui te sur la ligne de fond, la position TAE, etc. Comment je dois mettre la remise en jeu, après, on va les voir. Le moins, prenez une distance avec le jeu. Je trouve quand même la situation de la remise en jeu. Je n'ai pas donné la balle à côté du joueur. Je prends tout mon je prends un espace, une distance, pour voir quelle est la situation, que ce soit de celui qui va faire la remise en jeu, ou là, le défenseur et tout ce qui entoure la remise en jeu. Donc, prenez la distance par rapport au jeu.
Aussi, mettez le sifflet dans votre bouche en tenant le ballon. D'abord, il faut être prêt pour le sifflet et l'éventuelle infraction. ماشي تتمدوا la balle c'est pas انفصلها لين ولا دار مارشي ولا صارت حاجه وسيفلي في يدك. Donc d'abord, mettez le sifflet après avoir lui montré comment nous avons la remise en jeu. Après avoir vérifié tu as utilisé l'arbitrage préventif, hop, je mets mon sifflet, un bat, faire rebondir la balle vers le joueur. Il est conseillé de remettre la balle au joueur qui va faire la remise en jeu, de la donner un rebond. Ok. Alors, quand elle va rebondir, il se met à le joueur parce qu'il se peut que le joueur n'est pas concentré. Il se met à la balle, donc il va se retourner ou là, la balle rebond, il aura le temps de prendre la balle, tu auras le temps de voir tout ce qui se passe autour de toi. Aussi, commencer le décompte visuel des 5 secondes. C'est ça. Dès que je remets la balle, celui qui va faire la remise en jeu, là, il se peut qu'il va tomber dans l'infraction des 5 secondes parce qu'il n'a que 5 secondes pour remettre la balle. Donc, vous utilisez les 5 secondes, 1, 2, 3, etc. 5. S'il s'agit d'un panier marqué et la remise en jeu, elle se fait au niveau de la ligne de fond, comme vous le savez, le joueur peut passer la balle à un autre joueur qui est à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il peut la remettre à un joueur il coule à l'extérieur, parce que le décompte des 5 secondes, il tasse le premier joueur. C'est la seule situation, après panier, où là, marqué lancé. Où là, ça va être une violation du défenseur aussi, suite à ce panier marqué, le décompte, le même principe, il s'applique. Par contre, les remises en jeu, la ligne de touche, là, autre violation là, cette situation s'applique. Le joueur, après panier marqué ou la lancée réussie au niveau de la ligne de fond, je peux remettre la balle à un coéquipier ou le terrain à l'eau, mais attention, le décompte des 5 secondes commence dès que le premier joueur a la balle à sa disposition. Très bien. Comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, observez la situation de remise en jeu et l'action qui se déroule à proximité. Tu vas avoir coulage. Surtout qu'il connaît l'individuel. Ok, pressé, dans ce cas, je dois voir tout ce qui se passe autour du point de la remise en jeu. Après que le ballon est touché, ou touche un joueur légalement sur le terrain, qu'est-ce qu'il doit faire l'arbitre? Faire le geste du couperet pour démarrer le chronomètre du jeu. C'est-à-dire que j'ai arrêté, j'ai demandé à l'arbitre le geste d'arrêter le chronomètre. Une fois qu'il met de la balle aussi, le joueur, je dois faire le geste de la chronomètre. Dès qu'elle est touchée, ou la balle aussi touche un joueur, hop, je dois informer le joueur, le chronométreur, de démarrer son chronomètre. Le chronométreur, il n'a pas le droit de démarrer tant que l'arbitre n'a pas donné le signe conventionnel du démarrage du chronomètre. Donc, il attend, dès qu'il fait ça, geste l'arbitre, le chronométreur obligé de démarrer le chronomètre du jeu. Ok, dès quoi le micro l'appareil au niveau de l'arbitre, au niveau mondial, au niveau, c'est l'arbitre lui-même qui déclenche. Il met de la balle de cap, mais dans l'appareil, il déclenche le chronomètre. Vous le remarquez, il ne fait même pas le geste avec. Puis il va démarrer le chronomètre. Donc voici, je regarde la photo, ce qu'on appelle le signe conventionnel, le signal du couperet. Alors, lorsqu'une remise en jeu est effectuée sur la ligne de fond en avant, l'arbitre actif, c'est-à-dire celui qui va faire la remise en jeu, doit donner un coup de sifflet alerte. Ok, donc un coup d'alerte avant de mettre la balle à disposition pour une remise en jeu. Donc regardez cette photo par exemple. Donc je vous le protocole à la Kulihal. Il doit montrer le sol, l'endroit précis comment dirais-je, là où la remise en jeu est. Aussi, mettre le sifflet tout en tenant le ballon, donner un coup de sifflet alerte, ok, plus donner la balle en rebond. Donc on va essayer de voir le protocole. Donc toujours désigner le point le plus proche d'infraction. Ok, spot throwing. Donc l'endroit où on a la remise en jeu. Donc de la main, je dois montrer au joueur qui va effectuer la remise en jeu là où il doit se placer. Ok. Fanien, donner un coup de sifflet alerte avant de donner la balle. Ok. Faire rebondir le ballon vers le joueur. Et voilà. Donc, quel protocole qu'on doit faire aussi concernant la remise en jeu en ligne de fond. Désigner le point de cloche d'infraction, donner un coup de sifflet alerte avant de donner la balle, ça pour informer que le jeu va reprendre, faire rebondir le ballon vers le joueur.
On a la position de l'arbitre, après on va la voir dans la mécanique. De quel côté il se place, que ce soit l'arbitrage à 2, à 3. Dans la mécanique, on va la faire en 2 volets. Ok, le volet de la remise en jeu qui s'ensuit, les fautes, là on va les voir un autre volet. Autre chose, lors des deux dernières minutes du 4e carton ou de chaque prolongation, c'est le Khrouchev qui doit administrer toutes les remises en jeu. Ok? Lors des 2 dernières minutes du 4e carton ou de chaque prolongation, c'est le Khrouchev qui doit administrer toutes les remises en jeu. Concernant aussi l'arbitrage préventif dans ce sens toujours ADA, ça c'est dans le règlement lors des dernières minutes. Lors des deux dernières minutes, c'est-à-dire l'interférence. Lorsqu'il est une remise en jeu, pour prévenir des violations, lors des 2 dernières minutes de prolongation, du 4e carton de chaque prolongation, l'arbitre il est dans l'obligation de faire le geste d'avertissement par un mouvement de bras parallèle à la ligne de touche. J'avertis le défenseur s'il va mettre une interférence. C'est-à-dire que je ne au-delà de la ligne de touche. Que ce soit en ligne de fond ou en ligne de touche. Hein, okay? La ligne. Dans ce cas, pour avertir ce défenseur d'une éventuelle violation d'interférence. Si après l'arbitre a effectué le geste et qu'une violation est commise par ce joueur, défenseur, l'arbitre doit siffler une faute technique. Un arbitre en vaut 2. Un homme averti, pardon, en vaut 2. Tu l'as averti, donc il occupe d'une technique. Mais attention, j'espère que vous avez compris, cette situation, le chiffre, le geste, elle s'applique dans tout le match. Le match, même dit le geste, mais s'il va avoir une interférence, violation, tu siffles la violation de l'interférence ou une incidence dans les 24 secondes à la belle coupe, je l'avertis, s'il va faire la même infraction, la même interférence, c'est une technique. La seule différence, les 2 dernières minutes, je dois faire le geste là. Pour l'informer, bien qu'attention, dans les 2 dernières minutes, ce n'est pas intéressant de dire une faute technique, ça veut le score aussi, etc. Mais pendant le jeu, premier carton, deuxième carton, s'il y a une interférence, tu la siffles, on a une incidence à les 24 secondes, on l'a vu déjà. Ok, s'il va refaire la même action, c'est une technique. Tu l'avertis de l'interférence, la violation qui est d'interférence, tu l'avertis et c'est une technique. On a la seule différence, c'est au niveau des 2 dernières minutes, l'arbitre est dans l'obligation, il doit faire ce geste. Ok, donc il faut mémoriser les jeunes. Donc vous avez repéré les 2 dernières minutes, une éventuelle remise en jeu, quoi qu'à la Koulihad. Attention, la remise en jeu, le Khrouchev concerne après les temps morts. Hein. J'ai oublié de dire ça. Les dirhams, le Khrouchev, c'est après un temps mort. Mais pendant le jeu, c'est pendant le jeu terme, mais après un temps mort, toutes les remises en jeu, les dirhams, le Khrouchev. Là, c'est tous les arbitres sortis de balle, peut-être dirhams, mais que j'ai oublié de dire ça. Il faut que les 2 dernières minutes, on a sifflé pendant après un temps mort. Hein. Ok. Très bien. Maintenant aussi, comment contrôler contrôle du jeu en général, le chronomètre du jeu et le chronomètre des tirs. Aussi, en tant qu'arbitre, l'arbitrage moderne, l'arbitre doit voir dans tout ça, il doit récolter beaucoup d'informations, il doit faire un tiliférasso, il doit sélectionner. Tout ça, ça fait partie de la technique individuelle d'arbitrage. C'est ça l'IoT. Il faut avoir ses propres techniques, comment contrôler le chronomètre du jeu et comment contrôler aussi le chronomètre des tirs. Donc, l'arbitre est capable de contrôler les horloges, c'est-à-dire le chronomètre tir et le chronomètre de jeu, presque tout le temps. Et se concentrer pleinement sur les situations de jeu. Et les deux. Et je contrôle ce qui se passe sur les chronomètres et aussi je balise ce qui se passe sur le jeu. Donc, c'est des flashs. Ça, c'est avec le temps, c'est votre expérience, c'est votre activité individuelle d'arbitrage. Vous savez contrôler le chronomètre ou comment contrôler les situations de jeu, les ramis de OK? Le secret, est dans la bonne technique et du timing. La bonne technique individuelle et le bon timing, c'est à quel moment je dois voir. ماشي كي يكون un choc, c'est-à-dire يكون un choc, نحيني من الشوك ونشوف donc à quel moment donc la technique الاخر c'est de flasher et aussi de voir le mouvement مازال la balle ما نحبش تفلاشي بركا ماشي دور راسك parce qu'actuellement les surtout l'arbitrage on a la possibilité de voir les chronomètres faut que les deux paniques c'était l'arbitre tête alors on doit la face l'arbitre de queue même chose l'arbitre central qui est la même chose
Donc, on peut contrôler. Donc, essayer d'ajuster votre propre technique et aussi de choisir le bon timing pour vraiment flasher ces deux horloges. Donc, l'élément de base étant que les chronomètres doivent être contrôlés chaque fois qu'il y aura un nouveau contrôle d'équipe. C'est logique. Chaque fois qu'une nouvelle possession, hop, un coup d'œil. Alors, parce que lorsqu'il s'agit d'une nouvelle possession de Jma'a, sur le terrain, c'est 24 secondes. Donc, la remise en jeu avec la zone avant violation de l'équipe, c'est 14 secondes. On parle de la nouvelle possession, par exemple, pendant le jeu. L'équipe A dort la balle, l'équipe A, B intercepte, contrôle la balle. Dans ce cas, c'est une nouvelle possession, c'est 24 secondes. Même les 14, c'est la remise en jeu, tout ça, on peut les contrôler. Dans ce cas, surtout pour les nouvelles possessions, il ne faut pas rater le coup d'œil. Alors, parce qu'il se peut que l'opérateur des 24 ne s'arrête. Au lieu de recharger à 24, la première possession d'équipe adverse, à bout de 5 secondes, la sonnerie le chronomètre va sonner, donc tu as ce jeu, etc. Donc il faut vraiment être concentré, surtout pour les nouvelles possessions. Learn to control game clock. Le démarrage du chronomètre du jeu. À quel moment il va démarrer le chronomètre du jeu? On doit prendre aussi les techniques. C'est pour ça que je vous ai dit, les arbitres doivent connaître ce qui se passe sur la table de marque. La table de marque aussi doit connaître ce qui se passe sur le terrain. Dans ce cas, le démarrage du chronomètre du jeu, c'est le chronomètre lié à la réglementation. Aussi, en tant qu'arbitre, je dois savoir à quel moment mon collègue chronométreur va enclencher son chronomètre. OK? Pendant l'entre-deux, automatiquement, l'entre-deux initial, le ballon est également frappé par un sauteur. Donc, Ferracé, à la belle, dès qu'un sauteur touche la balle, mon collègue chronométreur doit déclencher son chronomètre. Donc, s'il ne déclenche pas, j'arrête. Pour ne pas mettre une équipe dans une situation désavantageuse. S'il ne démarre pas, là, j'arrête et je rectifie. Je suis 3 secondes, il me chie 3 secondes. Je suis 4, il me chie 4 secondes. N'est-ce pas? Moi, je suis concentré. Le chronométreur doit démarrer son chronomètre dès que la balle est touchée par l'un ou les deux sauteurs. Ou bien l'inverse. La balle, elle n'a pas encore atteint son point culminant. Ou elle n'a pas encore été touchée par l'un des sauteurs. Le chronométreur, il déclenche son chronomètre. Dans ce cas, il faut être vigilant. Dans ce cas, le chronomètre du jeu à la belle obligation de démarrer son chronomètre. Un aussi, autant qu'arbitre, je dois connaître à quel moment mon collègue arbitre doit enclencher son chronomètre. Donc, première situation, pendant l'entre-deux initial et que le ballon est frappé ou le touché légalement par l'un des sauteurs. Touché légalement. Hein. Alors, deuxième situation, après un dernier ou uniquement infructueux, c'est-à-dire touche à l'anneau, et que le ballon est vivant. Il n'y a pas un coup de sifflet où le ballon vivant touche ou touché par un joueur sur le terrain de jeu. OK? Ça dit qu'à quel moment le chronomètre offre la situation des derniers lancers francs ou de l'unique lancer franc, à quel moment il va enclencher son chronomètre, dès qu'un lancer franc infructueux, que la balle est toujours vivante, et dès que la balle, elle touche un joueur, comme on dirait, un joueur, où la balle est touchée. Supposons la balle a touché l'anneau, elle a rebondi, elle a pris 3-4 secondes de supposition, le chronomètre n'a pas touché son chronomètre. OK, il n'a pas touché son chronomètre. À l'aise parce que la balle n'a pas encore été touchée par un joueur. Donc, tant qu'elle est touchée, dès qu'elle est touchée sur le terrain, où la balle touche le joueur sur le terrain, là, il doit enclencher son chronomètre. Ou en tant qu'arbitre, je devrais savoir à quel moment siffle la situation des lancers francs infructueux et que le ballon est vivant, à quel moment mon collègue chronométreur, il va déclencher son chronomètre. Moi, je vais raconter une chose. Là, je suis tout le match de Dar el-Beda, Mouloudia, Dar el-Beda, là, quel arbitre. Où il a pris une bonne décision concernant lorsqu'il a accordé un panier à 3 points vers la fin. Le Mouloudia, il n'a pas compris une chose. Je ne sais pas, je le 4 secondes, et c'est après un lancer. La balle va lancer, la balle طلعت, donc il jette la balle. OK. Là, justement, dans la situation de Yassine Bellal, il a cru que le chronomètre doit démarrer. Or qu'il ne démarre pas le chronomètre. Justement, exactement, Bellal قال لي لا غير تسمحونا قال لك حنا هذيك كنا فهمناش كيفاش 4 secondes ولا 3 secondes ما مشاوش. Je lui ai expliqué la règle, tout le chronomètre il va se déclencher dès qu'elle touche l'anneau, dès qu'elle touche le joueur sur le terrain. Donc, pendant le temps, lorsqu'elle a touché l'anneau, l'opérateur qui a حكم وقتها
comment dirais-je, l'appareil, il a bien arbitré, il n'a pas enclenché son chronomètre. Tant qu'il touche un joueur de Dalbeba, il a donné une passe vers le milieu, ou tu as l'histoire après. Donc, il y avait un match kbir. Mouhaïla, il a bien jugé l'action, c'était pas ni accordé. Yassine Billah, je assurément que ça معاه والله il a demandé des excuses كل غير تسمحونا ما على بالناش بالرجل هذه. Donc vous voyez بليك هنا انا en tant qu'arbitre supposons كان ما عبيش بلا رجل ولا موحى par exemple في la situation ديك ما عبوش بلا رجل toucher l'anneau pour lui démarrer le chronomètre. Ok, dans ce cas, la situation c'est des situations pratiques. Donc, je ne me rappelle pas si je suis un commissaire ou la situation. Donc, le chronomètre doit enclencher dès que la balle, un ballon vivant, après un lancer franc, touche le joueur sur le terrain, après l'unique ou le dernier lancer franc. Troisième situation, bien sûr, lors d'une remise en jeu, le ballon touche ou est également touché par un joueur sur le terrain de jeu. Lorsqu'on fait une remise en jeu, qu'il est dit la remise en jeu, supposons dans la remise en jeu, tu as la ligne de fond, attends la passe longue vers la zone avant, vers l'extrémité de l'autre côté du terrain. Donc, tout le temps, tu as la trajectoire, tu as la balle, avec chronomètre, on est démarré. Dès qu'elle est touchée par un joueur, ou la balle touche un joueur, là, le chronomètre de tir, du jeu doit enclencher son chronomètre. Donc, en tant qu'arbitre aussi, tu as les devoirs, tu as le chronomètre. Donc, c'est pour ça que ça fait partie des techniques de l'arbitrage, ça fait partie de l'IoT. Techniquement, à la belle éblique, lorsqu'une remise en jeu, à quel moment le chronomètre va démarrer, à la belle éblique, démarrer. Aussi, comme je l'ai dit bien avant, c'est un travail d'ensemble. Les équipes, les arbitres de terrain, ils ont besoin de leur collègue à la table. Et sur la table de marque aussi, ils ont besoin aussi sur le terrain. Maintenant, à quel moment aussi je dois savoir l'arrêt du chronomètre? Ça, c'est une technique, je dois l'apprendre. À quel moment que je suis censé savoir que le chronomètre du jeu doit être arrêté? L'un du contrôle game clock. À la fin du temps de jeu d'un carton ou d'une prolongation. C'est normal. C'est logique. Un arbitre siffle pendant que le ballon est vivant. Dès qu'un arbitre siffle, automatiquement le chronomètre il baisse. Ok, donc je dois savoir au coup de sifflet, le chronomètre doit s'arrêter. Alors moi je dis ça avec Sfar, on teste le chronomètre, mais il marche là, ou ça va chacun justement chez nos amis à la table de marque, il faut se concentrer. Dès qu'il y a un coup de sifflet, hop, vous arrêtez. Troisième situation, un panier marqué contre une équipe qui a demandé un temps mort. Ok, si l'équipe a demandé un temps mort, et puis un encaisse un panier, top, vous enclenchez l'arrêt du chrono, à quel moment je fais lorsque la balle dépasse carrément le filet, c'est-à-dire tu vois les situations séparées, à quel moment la balle toucher le sol, dès qu'elle dépasse le filet, les jambes, on arrête. Donc, panier marqué contre une équipe, on doit arrêter le chronomètre. Donc, en tant qu'arbitre, je suis censé savoir que le chronomètre est baisse. Aussi, un panier du terrain marqué lorsque le chronomètre du jeu indique 2 minutes au moins, le quatrième carton ou bien de chaque prolongation. Je suis censé savoir, de 2 minutes, lorsqu'il y a un panier marqué qui est valable, ok, je suis censé savoir que le chronomètre doit s'arrêter. Ok, les jeunes. Tout ça, c'est les techniques d'arbitrage, ça fait partie de l'IoT. Aussi, le signal du chronomètre de tir retentit lorsque l'équipe contrôle le ballon. C'est-à-dire qu'il y a violation des 24. Lorsque le chronomètre de tir retentit et la balle, elle est au contrôle de l'équipe. Top, arrêt, violation. Arrêt chrono, violation. Mais imaginez que la balle en l'air. Le signal de 24 retentit lorsque la balle elle est en possession de l'équipe qui contrôle la balle. Il y a un joueur, que ce soit en dribblant ou la balle. Ok, ou elle est passée entre les joueurs, la balle est entre les joueurs. Lorsque le signal, le chronomètre de tir retentit et que le ballon est vivant et contrôlé par la même équipe. Ok, donc automatiquement, arrêt, parce que là, je dois siffler l'arrêt chronomètre et signaler quoi? La violation des 24 secondes. Non. Donc, on a une méthode, comment calculer, comment rétablir le chronomètre de jeu, le chronomètre de tir. L'équipe, par exemple, prend une possession du ballon, établit un nouveau contrôle, donc nouvelle période. C'est logique. Ok. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça fait partie de la technique individuelle. Prendre les 2 derniers chiffres du chronomètre de jeu. Supposons avec le chronomètre du jeu, donc je dois prendre les 2 derniers chiffres.
Je vous mets le tableau là. Je dois focaliser, mais je suis la minute, donc c'est les secondes. Donc je dois voir les deux derniers chiffres, ok, du chronomètre du jeu. Exemple 6,26. Supposons le temps à 6,26. Je dois prendre les 26, c'est-à-dire les 26 secondes, et non pas les 6 minutes. Ok? Donc j'ai pris les deux derniers chiffres, la situation est à 26 secondes. Dans ce cas, je dois prendre 6 minutes 26, je dois prendre uniquement les 26 secondes. OK? À chaque fois que vous devrez corriger le chronomètre de tir, vous connaissez d'abord ce qui se passe sur le chronomètre du jeu. Elle est déjà 6,26. Il y a 24 secondes pour l'équipe adverse, donc on peut corriger. Donc à chaque fois que vous devez corriger le chronomètre de tir, vous connaissez le temps du chronomètre de jeu et le moment du début de la période du chronomètre de tir. À la belle le chronomètre de tir. OK. On donne l'exemple, on a 6,26, nouvelle possession d'équipe. Le ballon sort, ok, et le chronomètre de tir est remis à 0 par erreur. Supposons la balle kharjet sur le terrain, mais la même équipe elle garde la balle. Dans ce cas, dès qu'on est 24 minutes, vous êtes d'accord avec moi? Sortie de balle, la même équipe prend en contrôle, même chose 5 secondes, même chose 10 secondes. Dans ce cas, tout ce qui reste, le chronomètre de tir, il nous mais c'est une autre période, soit 24 ou la 14 ou là. Le chronomètre, notre ami, le coopérateur de chronomètre de tir, il a réinitialisé par erreur. Il a remis le chronomètre à 24 à 0. Dans ce cas, lorsque le chronomètre de jeu montre 6 minutes 10 secondes. Le chronomètre de tir, le chronomètre du jeu, le chronomètre de tir, il est 6-10. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour établir le score? C'est une technique simple, c'est une soustraction. L'arbitre peut déterminer quel est le temps qu'il doit montrer sur le chronomètre de tir à l'aide d'un calcul simple. شحال كانت 6,26 j'ai pris 26 secondes financées. Ou là 6,10 dans ce cas شحال مشاو c'est une soustraction carrément. C'est-à-dire 26 moins 10 شحال مشاو 16 secondes. Ok, c'est-à-dire que c'est une soustraction marquée. Donc, quand on a dit 6, qui cherche la balle, notre ami chronométreur, l'opérateur de l'appareil de tir, il a réinitialisé son chronomètre sans faire attention, ou là, je ne sais pas. Il a réinitialisé. Ouf, le chronomètre du jeu, il est 6-10. Dans ce cas, c'est simple. J'ai localisé les deux derniers chiffres canaux à 26. Donc, c'est une simple soustraction. 26 moins 10, 16. Donc, je dirais que 16 secondes. OK? Donc, شحال مازالو 8 secondes. Donc, je dirais que l'équipe هذه مازالها 8 secondes. Donc, قال ما كانت فيها 6:30 ولا 6:20. Donc, شحال مشاو 10 secondes, etc. Donc, d'abord, c'est pour ça qu'on l'a dit tout à l'heure, avant de donner la balle à la remise en jeu pour le nouveau contrôle, jeter un coup d'œil ce qui se passe sur le chronomètre de jeu et le chronomètre de tir. Et vice-versa, supposons que le chronomètre les 24 le chronomètre du jeu aussi, je vois les sont écoulés le 24, je peux corriger ce qui se passe le chronomètre du jeu. Tout ça, c'est des techniques propres à l'arbitre, c'est des techniques individuelles qui doivent, avec le temps, avoir une méthode, une technique, comment corriger l'un ou l'autre. Comment d'abord repérer si éventuellement il y a une erreur, comment je peux rétablir, comment corriger. Très bien. On a aussi situation d'entre deux situation d'erreur du chronomètre de jeu les plus fréquentes. C'est-à-dire quel moment où les situations notre ami il va avoir beaucoup d'erreurs au niveau de l'enclenchement du chronomètre de jeu. Automatiquement, soit il déclenche son chronomètre avant de toucher légalement la balle, ou bien après avoir touché bien après que le joueur a touché la balle. On a dit qu'il doit enclencher son chronomètre dès qu'un joueur touche la balle, il doit enclencher son tir. OK. Dans ce cas, entre deux, toucher légalement du but de chronomètre. Et première possession, c'est du chronomètre de tir, mais chez l'autre, tu touches. Parce que là, il se peut qu'aussi nos opérateurs à l'appareil de tir, attention, on met le chronomètre de tir lors de l'ordre initial, tant que l'équipe n'a pas contrôlé la balle. C'est-à-dire que le joueur il a touché légalement la balle lors d'un saut. OK.
l'opérateur le chronomètre du jeu il monte son chronomètre, donc la balle n'est pas encore contrôlée par un joueur sur le terrain, on enclenche le chronomètre de tir. C'est-à-dire que supposons qu'un joueur, un sauteur, il a bien touché la balle légalement, il vers le fond, donc toute la trajectoire des chronomètres du joueur, 1, 2, 3, etc. Mais le chronomètre de tir, il ne va pas être enclenché tant qu'il n'y a pas de contrôle sur le terrain. Aussi, sortie de balle, arrêt du chronomètre de jeu. Donc, sortie de ballon, soit man arrêté, soit j'arrête. Autre chose, à quel moment je dois arrêter le chronomètre lorsqu'il s'agit d'une sortie de balle? Donc, j'arrête mon chronomètre lorsque la balle touche le sol. Mais dès qu'elle dépasse la ligne, je dépasse cette ligne, j'arrête. Non. Il se peut que la balle dépasse la ligne, donc la balle est toujours en l'air, on suppose. Quand Superman était sinon je n'arrête pas mon chronomètre de jeu, j'arrête dès qu'elle touche le sol. Tant qu'elle est en l'air, ok, le ballon est toujours vivant, je ne pas enclencher, je ne pas arrêter le chronomètre de jeu. Donc, tu la balle, mais à quel moment je dois arrêter le chronomètre? Je l'arrête dès que la balle touche le sol ou la touche un objet extérieur, ou la touche un joueur extérieur ou un entraîneur, etc. Même un arbitre extérieur, c'est-à-dire si elle touche un arbitre qui est à l'extérieur, donc on dirait que là, on jugera la balle a touché le point du sol ou l'arbitre. Ou un joueur qui est sur l'extérieur, la même chose. Le plus important, l'arbitre, soit touche le sol, soit elle touche un objet, ou là, elle est remplaçant, ou là, etc. Dès qu'elle n'a pas touché, je m'en actionne. Aussi, action sur le rebond, nouvelle possession. Shoot, supposons-il, touche la balle a touché le rebond. Ok. La balle, si c'est la même équipe, automatiquement c'est 14. Si c'est l'équipe adverse aussi, c'est 24, etc. Ou bien après c'est pour les 24. Ou après un lancer franc, la balle doit toucher, elle touche l'anneau, ballon vivant, donc on doit enclencher notre chronomètre dès qu'elle touche un joueur sur le terrain. Ou c'est sauvetage d'un ballon sorti du ballon. C'est un nouveau contrôle ou pas, chronomètre de tir. C'est-à-dire si je saute la ligne vers l'extérieur, à l'intérieur vers l'extérieur, la balle, si je la dévie, je la touche barque. Ok, si elle revient sur le terrain, dans ce cas, c'est la même équipe prend le contrôle, c'est le 24 qui me le dit, ou bien si c'est un nouveau contrôle, c'est aussi les 24 et qui me le, etc. Un ballon perdu, mais pas de changement de l'équipe qui contrôle la balle. La balle est perdue, fumble ou la rahat, une chette, mais toujours la même équipe qui contrôle la balle, attention, commettre des tirs, mais bouger. Voilà. When you have 24 seconds or less on the game and there is a new team control, qui prend une nouvelle possession d'équipe de 24 secondes en moins sur le chronomètre de jeu. C'est-à-dire qu'il me reste 24 secondes sur le chronomètre de jeu et une nouvelle possession. Là, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de faire la fin d'un carton, sur le chronomètre de jeu, on ne parle pas du chronomètre de tir, le chronomètre de jeu, 24 secondes. OK? L'arbitre, l'un des arbitres en général, c'est l'arbitre de queue, l'arbitre à l'action, supposons prépare il marque la remise en jeu latéral avec la balle, nouvelle possession. Donc, il doit montrer un doigt pour avertir les collègues. L'autre arbitre qui est de face, en général, dans ce cas, c'est l'arbitre de tête, qui est en symétrie, doit répercuter ou doit imiter le geste. Ok, ce qu'on appelle doit copier le geste. Voilà. Cela veut dire qu'il est possible que le carton prend fin pendant le contrôle de cette technique. On a binetna, c'est une technique, mais elle 24 secondes, donc on dira que les 24 secondes ils vont être consommés par l'équipe qui contrôle la balle. On ne parle pas du chronomètre de tir, chronomètre du jeu. Donc, un des arbitres fait, l'autre qui est en symétrie, il va répercuter ou il va copier le geste. Alors, on dit à blic, c'est-à-dire que la situation est dit, attention, mais 24 secondes, il se peut que les 24 secondes à l'eau vont être consommées par la même équipe qui contrôle la balle. Donc, c'est-à-dire que le jeu va s'arrêter et la balle est de la même équipe. Aussi, tous les arbitres doivent être prêts à faire attention au chronomètre de jeu afin de déterminer lors des situations de tir, au dernier moment, si le tir est effectué à temps, lorsqu'un panier est valable, ou si le ballon est toujours, lors du signal, la balle est fait du joueur,
et on annule le panier. On va de chauffer la mécanique. Qui est le responsable de la dernière seconde du tir? Est-ce que l'arbitre de coup, l'arbitre de tête? Ça, on va l'avoir la mécanique. Tout dépend de quel côté, weak side ou la strong side. La balle a été tirée. Donc, Kalias, le tireur, Kalias, le chronomètre, etc. Après, on va l'avoir avec, mais on ne va pas anticiper. OK. Donc, dans ce cas, dans tout ça, c'est une technique individuelle d'arbitrage qu'on doit se focaliser. Donc, je sais que 24 secondes, donc cette équipe elle peut consommer ces 24 secondes de la possession avec. Donc, si je suis en symétrique, je dois répercuter le geste. Et aussi, on doit faire attention au buzzer, la dernière seconde. Lors des situations d'un tir, est-ce que la balle a quitté la main du joueur avant le signal sonore? S'il y a panier, donc on l'accorde. S'il n'y a pas panier, on annule, etc. Donc, on va voir après. Donc, avec le geste conventionnel, que l'arbitre doit faire les dernières 24 secondes du jeu. Que ce soit des cartons, là, des prolongations éventuellement. Maintenant, procédure lorsque le signal retentit, avec la guirlande, avec et à la fin du carton, parce que les pris en considération, ce n'est pas la sonnerie. Parce que la lumière, c'est scientifiquement les plus rapides à le son. La vitesse, dans ce cas, réellement, la seconde classe, lorsqu'il y a la lumière. C'est dans ce cas au signal. Donc, dès que le chronomètre de jeu se retentit, qu'est-ce qu'il doit faire l'arbitre? L'arbitre siffle immédiatement, il lève la main, allez, chronotype, allez, khlas. On va voir les situations. Alors, donc, il fait allez, chrono. C'est le panier valable. Le ballon quitte là, les mains avant le signal sonore, ou bien avec l'arbitre maintient la main en l'air, et quand le panier entre dans le panier montre le signal, donc arrêt soit 2 ou 3 points. OK. On doit accorder si c'est 3, 3, si c'est 2, 2. Donc arrêt chrono, la balle reste mise du joueur. Dans ce cas, la balle, elle est toujours en jeu. Vivant, c'est-à-dire la balle, toujours vivant. Donc si la balle rentre, j'accorde. Le plus important, je dois être sûr que la balle a quitté la main avant que le signal sonore retentisse. Parce que c'est une fraction vraiment de seconde. On peut la juger comme le haut niveau. Là, c'est une situation de l'IRS. Instance replay system. Les arbitres peuvent demander à l'ARS de voir est-ce que réellement la balle a quitté ou n'a pas quitté. Mais comme on n'a pas encore cette méthode d'arbitrage, en ce cas, c'est notre concentration maximale, les dernières 24 secondes, les dernières secondes. Et si je suis responsable du tireur, donc je dois être concentré, est-ce que la balle a quitté la main du shooter ou elle n'a pas quitté. Donc, si le panier doit être annulé, dans ce cas, le ballon, c'est-à-dire que la balle est quand fluide le joueur lors du signal, dans ce cas, toujours avec chrono, et je fais le geste panier annulé. Si c'est accordé, j'accorde. Si j'ai jugé que la balle, elle est toujours fluide le joueur lors du tir, donc ça, je fais comme ça, panier annulé. OK? Voilà. Grosso modo, j'ai vraiment, c'est un sujet tout bizarre, mais j'ai fait un résumé où j'ai englobé Koulish. Donc, voici la technique de l'IoT, première partie, deuxième partie. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, si c'est pas Nachid ou la Sfiane ou la Sijan ou d'autres invités s'ils sont avec nous, s'ils veulent ajouter des choses, marhaba bihom, on est là. Khaled aussi. Kamal. Oui, khoya. S'il te plaît, je voudrais que tu reviennes sur le point dès que tu as les 2 dernières minutes, quand le crew-chef doit effectuer toutes les remises en jeu. Après un temps mort. Hein? Supposons temps mort, demandez 2 dernières minutes. Oui. Quel que soit le position, c'est lui qui effectue les remises en jeu. Voilà, mais je suis pendant le jeu, après un temps mort. Ah, ça. Voilà. D'accord, ok. Merci. Merci, Zed. Pour que ça soit clair, avec ça. Si y a quelque chose à ajouter, نجت aussi les arbitres internationaux تاعنا هنا ماهوش مشكل. S'il y a des questions aussi. Dans un avec ça, Kamal, c'est bien expliqué. Merci beaucoup. Tu fais beaucoup. ربي يجازيك. ربي يسترك انت ثاني. نبيل كش ما يهضر ما نبلناش. السلام عليكم. السلام. صافي واش راكم؟ كمال واش راكم؟ تو الموند الحمد لله. لاباس الحمد لله. الله يعاون.
Ça va Kamal. Merci يعطيك الصحة comme d'habitude Kamal. Un grand monsieur, je نقول لك. ربي Un grand يسترك monsieur. ربي يسترك والليكيب تاعك كانت سيتي grand monsieur. ربي يسترك سي جونتي سفيان سي يوسف تعريب الله يبارك عليكم. ونبقى نسير ثاني اسمه النشيد الله يبارك فيك. الله يبارك Je remercie tous les participants à cette conférence. Alors, je l'ai toujours dit, c'est dommage. C'est dommage. Mais la toute façon, on est très arbitre. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Je vous remercie. Tout ma fort, vraiment. Allah يبارك. ربي يحفظك. Justement, tout le monde تحضر معاكم اللي راكم تنكوراجيونا. Sinon, les autres, ما في راسي, je les ai enlevés. Mais Inch'Allah, il va avoir les examens. Moi, المهم. Ça, c'est autre chose. بينهم وبين خلقهم هذا مكان. Chacun, il a sa conscience. C'est lui qui va avancer. Chacun va assumer, exactement. Ils vont assumer la responsabilité. Surtout, معنا des jeunes, surtout les jeunes. Exactement. C'est dommage, oui. Correct. D'ailleurs, notre politique actuellement, je ne vous cache pas, c'est les jeunes. Exactement. Merci, bravo, Kamal. ربي يسترك نبيل. Merci pour les encouragements. Merci. Pas de questions apparemment. Ah bah, très bien, dans ce cas, merci. Donc, tout fait à vous de clôturer. Kamal, je te remercie pour. Bon, il y a تفضل une question, non? ما نوفي وي لا رشيش. تفضل سؤال. واش عصام عجبتك الزيت؟ Très bien, merci bien. Merci beaucoup. C'est bon, لا ما حركتش سي بون. Allez, amis, ربي يستر خويا السلام عصام. عليكم. لا رشيش. Je te remercie beaucoup. Merci pour خويا كمال بارك الله فيك. l'effort que vous êtes en train de faire. Je te tire chapeau. Merci خويا ربي يستر. Ouais, je te tire chapeau. Merci à tous. خويا ربي يقدرك. امين ان شاء الله امين ان شاء الله. ويلا مسيو رشيش. بارك الله فيك. جو تيان فو ريميرسي. كاع درت سي اون الجماعه راني عارف بلي كاين لي زار كيما يقول لك كل واحد ولا كونسيونس تاعو. وفيكم بارك ربي يستركم. ميرسي. عافيان تفضل حسين. السلام عليكم جماعة. وعليكم السلام حسين. السلام. ميرسي عليكم. ميرسي Kamal على ce que vous faites. Vraiment, c'est vraiment très intéressant. Et j'aimerais signaler حاجة. والله البارح كي بعثنا دوك لي فيديو هذوك سي فريمون سي تري تري بينيفيك. انا جيمري بيان كو دو طون ان طون vous nous envoyez هكذا دي فيديو. سي فريمون تري امبورطون. داير ميم تعلمت صوالح فريمون اللي ما كنتش عارفهم. Voilà ce que je voulais dire et bonne continuation. De toute façon, حنا جوسون مع الكيب تاعنا مع سفيان وصفيه ونشيد وجماعه هايب. تو سكون اون فوز انفوا. اوكي ماهوش مشكل. ميرسي. عصام بهلول ميرسي بيان. عصام اصبر دقيقه نكملوا مرابط. نروح بعد جوز بنهضر مع عصام. تفضل مرابط. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك شيخ. بارك الله فيك. سي جونتي. ميرسي خويا. الله يحفظك. بارك الله فيك وان شاء الله لا بروشين فوا نكونوا بزاف ان شاء الله. ونسبر ان شاء الله ان شاء الله. الله يحفظك شيخ. بارك الله فيك. صحيت. السلام عليكم. قال لي راكم حاضرين. السلام عليكم. الله يحفظكم. يعطيك الصحة. ميرسي سي جونتي. ميرسي. الو عصام خصك اصبر دقيقه عصام. بهلول راح. ايوا هنا قلت عندهم ما نغسلهم. انا خفت عليه. جماعه ولا ما كاينش الكيسيون اللي بالعيشه. سي غسلت عصام سي نشيد tu as reçu un mail بعثته لك ولا ما tu n'as pas reçu؟ بعث لك ميل. بوكو مو سي سانسيرمون نتوما راكم تيجاونا نخدموا.
Je vous, comme je l'ai dit sincèrement, la Jama'a, c'est pas facile. Là, ça prend beaucoup de temps. Mais ولكن إن شاء الله نكون مأجورين عند ربي سبحانه. رانا كاع عربيت أنا كاع كوليغ. احنا يهمنا سي لا بروغريسيون تاع الاربيتراج تاعنا سي ليماج de notre fédération qui est en jeu. Alhamdoulilah, à tous les cas, au niveau international, on est bien représenté par nos arbitres internationaux. Et moi, je vous dis carrément, les jeunes, Inch'Allah, ils vont bien nous représenter. Et aussi, je dis carrément, la table de Marca, comme tout le temps, c'est vraiment bien. Dernièrement, entre parenthèses, j'ai discuté chez mon ami Hassan. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Inch'Allah, il va y avoir des séances spéciales OTM, sujet OTM, dont on l'a fait déjà, mais il va y avoir aussi des sujets concernant OTM. Aussi, vous serez concentré maintenant. Comme je trouve la technique d'arbitrage liée au OT, les derniers volets pratiquement, ça concerne la table de marque où l'arbitre doit avoir les techniques avec le chronomètre, à quel moment démarrer, etc. Aussi, donc c'est un travail collégial. Inch'Allah, avec ça, c'est avec notre volonté et la volonté de parce qu'il est temps. Il est temps on doit changer notre comportement. On doit aller vers l'avant. C'est l'image de notre fédération qu'elle est en jeu. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que ma mission, les collègues, la fédération nous a confié une mission. Inch'Allah, on doit aller donc, je vous dis merci. Donc, avant de clôturer, je donne la parole toujours à Khouya Toufik de clôturer la séance. Merci à vous. توفيق ماشي كمان بور لو كور انا واحد تعلمت بزاف من الكور هذا ومن لي كور لي سبور جو فو ريميرسي انت مسعودي سفيان غايب pour le travail que vous êtes en train de faire pour les arbitres et les OTM, mais malheureusement on a vu qu'il y a beaucoup d'absents et je dirais que les absents ont toujours tort. J'espère que pour les prochaines conférences qui sont très intéressantes, qui sont fructueuses en connaissances, pour les arbitres, لازم يكونوا حاضرين. Je dirais, je remercie les présents. Et je fais un appel aux absents d'être présents pour les prochaines fois. Merci à tous. Merci Toufik aussi. Donc, j'oublie de remercier Sfian Youssef. J'ai passé ma après-midi concernant la vidéo. Les vidéos, donc on a appris comment. Et tout ça, c'est tout un travail. C'est une gymnastique. Il va figurer vraiment faire de la mer les vidéos. Donc, il a fait des recherches. Alhamdoulilah, c'est très. Merci aussi Raïb. aussi جماعة تاعنا كملنا الشيء بالجماعة. ميرسي افو توس جماعة. السلام عليكم. يلا بروشين سيونس ان شاء الله. السلام عليكم. صح.